Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 11 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois Olivia Cristofani, naturopathe, dont le cabinet est basé à Antibes et qui conseille à distance également. Nous allons découvrir, lors de cet échange, qu'est-ce que la naturopathie, l'impact que cela peut avoir sur notre corps. Nous allons comprendre le cheminement d'Olivia, son cheminement personnel, avec cette pratique naturelle où l'alimentation est au cœur de notre corps. Olivia va également nous parler de son accompagnement personnel d'une personne proche sur la maladie, un cancer. Je vous souhaite une belle écoute. Olivia, bonjour, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast et discuter avec toi de la naturopathie, qui est ton domaine d'excellence. Olivia, bonjour. Salut Véro, ravie d'être ici avec toi, ravie d'avoir ce privilège de pouvoir passer un petit moment avec toi. Alors, après les lives sur Instagram, on passe un cap et on passe directement maintenant sur le podcast. Ça ne nous empêchera pas de refaire les lives sur Instagram avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et du coup, voilà, je voulais dédier vraiment ce podcast à la naturopathie et échanger avec toi me semblait une évidence. Et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et expliquer comment la naturopathie est arrivée à toi dans ta vie. Ouais, alors, donc je m'appelle Olivia Cristofani, je vais bientôt avoir 36 ans. Et donc, je suis naturopathe, j'ai lancé mon activité précisément en 2020. Alors, il faut savoir que j'ai pas du tout été dans le domaine de la santé naturelle jusqu'à présent, puisque j'étais salariée comme beaucoup de personnes. Et je travaillais surtout dans le domaine du merchandising, comme je te disais tout à l'heure, et des décorations de vitrines. Donc, j'ai travaillé pendant de nombreuses années, quasiment 6 ans, dans une entreprise de bijoux et de parfums un petit peu haut de gamme qui s'appelle toujours d'ailleurs Réminiscence. Et puis en fait, l'entreprise a été rachetée et j'ai subi en fait un licenciement économique. D'accord. Tout simplement. Donc, il faut savoir que ça faisait déjà 3 ans avant de me faire licencier. Ça faisait donc déjà quelques années que je m'intéressais à la naturopathie parce que j'avais des petits, soucis de santé dus au stress que je subissais au sein de mon entreprise parce qu'elle a été restructurée. Il y a eu une réorganisation qui s'est faite au fil du temps. Et je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai eu une nouvelle responsable hiérarchique, une supérieure qui m'a fait subir un petit peu de stress. Voilà. Okay. Donc, mon état de santé a commencé un petit peu à se dégrader. Je mangeais très, très mal à l'époque. Je dormais pas très bien. Et voilà, en fait, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à savoir comment je pouvais améliorer mon état de santé sans forcément prendre des médicaments et sans forcément aller chez le médecin toutes les semaines. Voilà, j'ai cherché par moi-même un petit peu des solutions un peu plus naturelles. D'accord. Donc voilà, en fait, comment c'est venu à moi petit à petit, quoi. Et l'idée d'entreprendre des études, de passer ce cap-là, ouais, ça s'est fait comment? Parce que c'est pas forcément évident et c'est pas parce que tu t'intéresses à un domaine qu'automatiquement tu vas entreprendre des études derrière. Non, c'est vrai. En fait, pendant 3 ans, j'ai découvert la naturopathie. Donc, j'ai découvert tout un tas
un tas de personnages, de personnalités comme Fabien Moine, Thierry Casasnovas, le professeur Henri Joyeux. Oui. Donc, c'est vrai que pendant 3 ans, en fait, je me suis un peu fait mes cours, je me suis un peu formée en autodidacte. Et si tu veux, le licenciement, c'est mon entourage qui me disait, mais tu sais, tu t'intéresses à la naturopathie, ça serait peut-être bien que tu fasses une reconversion, profites-en justement pour peut-être changer de métier. Et en fait, finalement, c'est tombé au bon moment parce que de toute façon, dans mon métier, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'étais arrivée un petit peu j'avais fait un petit peu le tour. Et ben, j'ai profité de ce licenciement économique justement pour me lancer, et pour faire une école de naturopathie parce que j'avais fait des petites recherches avant pour savoir un petit peu comment faire, quelle formation, une école, pas une école, à distance ou pas. Et Ouais. j'avais contacté à l'époque justement la naturopathe, la première naturopathe que j'étais allée voir quand j'avais ces petits soucis au sein de l'équipe. Et donc je l'avais recontactée et puis elle m'avait donné le nom de son école. Donc elle avait fait une école. Donc moi je suis du sud, hein, je l'ai pas précisé au début, mais j'habite dans le sud-est de la France, une petite ville qui s'appelle Antibes, proche de Nice. Une toute petite ville. Ouais, bon voilà, proche de la mer et des montagnes. Et en fait, il y a une école de naturopathie dans le Var qui s'appelle le CFPPA de Hyères. Et donc, voilà, j'ai fait cette école-là pendant à peu près un an et demi, un an et demi, sur conseil du coup de cette naturopathe, de Patricia Repon. Elle s'appelle Patricia Repon. Et voilà, et ça a été le tremplin pour ma reconversion professionnelle. Et je regrette pas du tout à aujourd'hui. Voilà ce que j'allais dire. Ça t'a semblé une évidence? Oui, complètement. Complètement, parce que pendant 3 ans, comme je te dis, j'écoutais toutes les vidéos de Fabien Moine, tout ce que je pouvais lire, tout ce que je pouvais. J'avais envie d'apprendre, je me nourrissais vraiment de tout ça. Et je me suis dit, ben, je vais aller en école, je vais apprendre toutes les bases, tous les fondements. Je vais être encadrée, je vais avoir des professeurs et je vais pouvoir échanger aussi avec ses camarades. Ça, c'est très important. Et c'est hyper enrichissant. Et non, je regrette pas du tout mon choix, même si c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel et financier, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, hein, il faut le dire, c'est à peu près 10 000 euros, moi, mon année, plus tous les frais en parallèle, hein, parce que quand on est en école la Il semaine, faut le matériel, les livres. les livres, beaucoup, beaucoup de livres, et puis des formations après la formation, justement, parce qu'on continue de se former toute sa vie, en fait. Mhm. C'est tellement un nouveau monde qui s'ouvre à nous qu'on a envie de découvrir et d'apprendre encore plus, encore plus. Et voilà, donc non, aucun regret d'avoir suivi cette formation-là et de poursuivre aujourd'hui dans ce domaine. Et alors la question est, qu'est-ce que la naturopathie? Pour ceux qui vont découvrir, qui ne connaissent pas du tout ce métier et je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça reste du développement personnel ou Ouais, Ouais, philosophie de vie. En fait, moi, d'accord, ok. si tu veux, la personnalité qui a commencé à mettre en avant la naturopathie orthodoxe, on la doit surtout à Pierre-Valentin Marchesso, qui est en fait donc le fondateur et qui a mis en avant justement ce que c'était que la naturopathie. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas, ça se popularise et ça se développe de plus en plus, mais on a toujours un petit peu de mal à savoir vraiment ce que fait un naturopathe. Bah, On a bien souvent tendance à faire des raccourcis en fait par ouais, et rapport. puis je pense que c'est très vaste également, non? Ou c'est peut-être moi qui ai Oui. cette vision-là, c'est-à-dire que vous pouvez toucher à plusieurs domaines en même temps, et du coup, c'est vrai que par rapport à chaque naturopathe, vous avez des domaines un peu différents, donc ça peut sembler abstrait de temps en temps, je pense. Oui, complètement. Alors, il faut savoir qu'à la base, la naturopathie, on parle beaucoup de médecine naturelle. Ouais. Alors, en France, on n'est pas trop censé utiliser le terme médecine parce que ce n'est pas. Non. Voilà. Oui, je suis bien placée avec la médecine traditionnelle chinoise, donc je pratique de l'énergétique traditionnelle chinoise. Et oui, voilà, il faut faire attention aux termes qui Oui, sont parce que employés. sinon l'ordre des médecins a le droit de porter plainte. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de diplôme, on n'est pas reconnu, on n'est pas du tout considéré comme des praticiens de santé. Donc, la naturopathie, avant tout, c'est vraiment de la prévention santé. Donc, on va avoir différents piliers sur lesquels agir. Des piliers, on va dire, centraux sur lesquels tous les naturopathes vont agir sur la gestion du stress, sur l'activité physique, sur l'alimentation, la Ok. respiration aussi, ça c'est des piliers vraiment très importants. Et à cela va s'ajouter ce qu'on appelle des techniques complémentaires. Et là, D'accord. effectivement, selon les naturopathes et leur spécialisation, ça va être différent. Donc, il va y avoir le milieu, donc tout le domaine de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles, la phytothérapie. Il y a des personnes comme toi qui vont faire, enfin comme toi, qui vont faire beaucoup de magnétisme. Il va y Ouais. avoir tout ce qui va être massage, réflexologie plantaire, Ah, palmaire. d'accord, ça peut rentrer dans le cadre de la naturopathie. Et oui, Ok.
Ça rentre Non, c'est aussi bien. dans le... C'est ça que différents, les naturopathes sont tous différents et on a tous des pratiques et des techniques qui sont propres à chaque personne, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est très vaste. Oui, puis D'où, après, non, j'allais te dire, bah, c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire que quand tu tombes dedans, comme je dis toujours, quand tu tombes dans la marmite, à un moment donné, tu ouvres un bouquin, tu finis avec 10 bouquins ouverts sur la table. Quand tu ouvres une porte, tu ouvres 10 portes derrière. Et tu es tellement curieux et curieuse, ça fait que du coup, tu as envie d'aller chercher d'autres techniques et au final, de les rentrer dans ta pratique initiale, dans tes fondations, et tu deviens le mélange de tout ça, quoi. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le domaine dans lequel nous travaillons. ah oui, c'est ça totalement. Puis tu vois, toi, tu fais de l'énergétique chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise, mais on avait eu aussi, moi, pendant mon école, on avait quelques cours de médecine traditionnelle chinoise. Donc en fait, on nous montrait tout un panel parce on parle beaucoup de boîte à outils du naturo, et c'est totalement ça. On va avoir Mhm. plein de choses, plein de techniques à utiliser. On nous les montre toutes, et après, c'est à la personne, et selon ses affinités, de Ouais. voir ce qui lui parle plus ou moins. Donc c'est vraiment ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un monde qui s'ouvre à nous quand on commence à découvrir un petit peu le domaine de la santé naturelle. Et puis en plus, ça ne s'arrête jamais parce qu'il va y avoir des nouvelles découvertes et ce que l'on apprend aujourd'hui ne sera plus bon demain. Donc voilà, donc faut se mettre à jour régulièrement et c'est passionnant, vraiment, c'est passionnant quand on commence à tomber dans ce monde-là, quand on commence un petit peu à découvrir l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement du corps. Forcément, ça va nous ouvrir sur tout un tas d'autres domaines. Du coup, prendre soin du corps en naturopathie, ça passe Ouais. par l'alimentation. Ça passe par plein de choses. Ça passe, Ok. ouais, par la méditation, par nos pensées. En fait, la naturopathie, on parle beaucoup de philosophie de vie, et ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment apprendre à se connaître Ça me et va. avoir envie d'améliorer son hygiène de vie, mais dans tous les sens du terme, que ce soit physique, psychologique, émotionnel. Du point de vue holistique. Vous êtes un Voilà, corps, une âme et un esprit. tout le terme holistique, exactement. On est Ok. un individu, c'est plusieurs sphères, c'est notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel, c'est tout ça qui entre en ligne de compte. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais il n'y a pas que ça, on se nourrit pas que d'alimentation. Ah, ça, on est bien d'accord. Voilà. On l'oublie très souvent, mais oui, on parle toujours il faut bien se nourrir, et les gens pensent automatiquement à ce qu'on va manger. Mm. Mais en fait, la nourriture, il y a le terme, je crois que c'est ouais, la nourriture spirituelle, quoi, en fait. Il y a quelques années, c'était le terme de la cantine universelle. Et j'avais trouvé ça très, très drôle et très marrant comme terme, parce qu'effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que la nourriture, elle est, oui, sur le plan physique, donc de ce qu'on va ingurgiter, en fait, mais il y a également de tout ce qu'on va nourrir au niveau de l'esprit et au niveau de la spiritualité. Bien sûr, les pensées que l'on va avoir, notre manière d'agir, les valeurs que l'on a, que l'on dégage, ce que l'on a envie de faire dans la vie, ça englobe beaucoup de choses. C'est vrai que, Oui, et tout ça fait partie, ça fait partie aussi de la naturopathie, hein. C'est toute cette psychologie, toute cette analyse, toute cette compréhension qui est aussi, qui est tout importante que le reste, tout autant importante que le reste. si je viens te voir, quelle problématique je peux avoir pour venir te voir? Voilà, j'ai remis ma phrase dans l'ordre. Alors, c'est vaste. Ok, d'accord. C'est très vaste parce que là, moi, c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon activité, j'ai des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes digestifs. Ok. Euh, j'ai des cas de cancer, j'ai eu du diabète, j'ai eu perte de poids, j'ai le stress, beaucoup le stress depuis le Covid, depuis le confinement. Il y a beaucoup, de plus en plus, je trouve, de personnes qui sont stressées. C'est la maladie du siècle, Oh, vraiment. bah tu m'étonnes. Ouais, Avec le burn-out. ouais, voilà, les burn-out, voilà, il y a beaucoup de problématiques de santé. Après, c'est comme je le disais, à la base, normalement, la naturopathie, c'est de la prévention santé. Donc, quand on Oui, va voir un naturopathe, on est censé finalement être plus ou moins en bonne santé, ou en tout cas trouver les clés, avoir les clés pour le rester. Voilà. mais Et la chose qu'on... évolue, puisqu'en fait, les gens qui viennent me voir maintenant au cabinet ont quasiment toutes des problématiques de santé. Moi, j'ai eu que des problématiques de santé jusqu'à des choses lourdes comme des cancers ou même comme des problèmes génétiques. La dernière fois, j'ai une jeune femme qui fait une alopécie androgénétique. Donc, elle perd ses cheveux, mais c'est génétique, hein. Donc, c'est vrai que le champ d'action, il est un peu plus restreint, plus limité, mais pour autant, il y a toujours des choses à faire pour améliorer son hygiène de vie. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on aide quand même à aider les gens il y a toujours une petite porte d'entrée. Mhm. Et donc, du coup, toi, tu vas aller principalement d'abord aller parler d'alimentation quand elles viennent.
Alors, en fait, si tu veux, quand tu as la personne qui vient me voir, j'établis ce qu'on appelle un questionnaire sur l'hygiène de vie. Donc, c'est large. La première consultation dure environ 1 heure et demie, 2 heures. Des fois, ça Ok. dépend un petit peu selon les problématiques, tu vois, parce que les gens se livrent beaucoup. Elle te donne Vraiment, beaucoup d'informations. il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai qu'après, ça peut déboucher sur d'autres sujets. Mais ce qui revient beaucoup, donc, c'est le stress, la gestion des émotions et l'alimentation qui est souvent pas très, très bonne, où il y a des fausses croyances, où on pense bien faire alors que c'est pas forcément le cas. Les grandes bases de l'alimentation, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas malheureusement, alors que ça devrait être des choses qu'on est censé apprendre, qu'on serait censé apprendre en école, je trouve. Le fonctionnement du corps aussi. Donc voilà, beaucoup d'alimentation et beaucoup de gestion du stress. Activité physique aussi. C'est vrai que l'activité physique, ça coince un peu depuis le confinement, encore une fois. Hein. T'es pas obligé de me regarder. Non, non. Je suis pas la personne la plus réputée pour faire du sport, hein, donc voilà. J'arrive à faire quelques randos déjà, c'est déjà bien. Après, on apprend aussi justement en naturopathie tout ce qui est morphopsychologie, les tempéraments. Selon la morphologie de la personne, il y a des personnes qui seront plus à même de faire du sport que d'autres. Donc ça aussi, on observe Ah, beaucoup. Les ouf. personnes qui vont nous voir. Ouais, voilà. Donc ça, c'est Merci de vrai me que sauver. tu vas avoir un tempérament à avoir plus de difficultés, entre guillemets, à se mettre à l'activité physique. Mais après, c'est des habitudes de vie aussi On est qui bien doivent... d'accord. Voilà, voilà. Et on est aussi là pour ça, pour faire prendre conscience aux gens Mais de la nécessité de faire certains efforts dans leur vie, quoi. de se mettre en action. Et c'est comme ça que ça fonctionne, justement. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la médecine préventive, c'est vrai que euh, on n'a pas l'habitude, en fait, en Occident. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Moi, je le vois parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que normalement, tu vas chez le médecin chinois quand tu vas bien. Alors qu'en Occident, on va chez le médecin quand on va mal, en fait, quand on est déjà malade. Et c'est vrai que la médecine chinoise, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les intersaisons et tu vas normalement voir ton médecin chinois 4 fois par an, c'est-à-dire à chaque intersaison pour préparer la saison qui va arriver. Donc, de préparer les organes, puisque chaque saison est liée à un organe, enfin à 2 organes, et du coup, tu sais de la prévention, et comme la naturopathie pour toi. Et c'est vrai que le problème qu'on a en France, enfin en Occident en général, c'est que la prévention, on ne sait pas faire. Non, pas du On tout. pêche à ce niveau-là, quoi. On attend d'être malade, on attend de déclarer un cancer, alors que les alertes, elles ont été bien avant. Mais on ne les a pas entendues parce qu'on n'a pas pris le temps de les entendre, on n'a pas voulu les voir, ou on a fait même un déni en se disant non, mais c'est bon, c'est rien et ça passera. Ouais, ça passera jusqu'à ses limites, quoi. Ou je rajouterais même, ou le petit symptôme, la petite problématique que l'on va avoir, que son corps va justement, notre corps justement va nous informer, nous alerter, hein, comme un petit signal lumineux dans la voiture. Et on va chez le médecin, puis on prend un médicament. Donc on Ouais, met un traitement sur le symptôme. c'est ça. Or, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut penser différemment. Il faut avoir un mode de pensée différent. Et justement, c'est ce qu'on apprend à travers la naturopathie. Le symptôme n'est pas le problème. Au contraire, c'est le signal d'alerte qui nous indique qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et maintenant, le travail, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne à ce moment-là de notre vie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on va faire inspecteur. Et c'est là que c'est intéressant. Et Mhm. c'est là que ça ouvre aussi, ça permet d'avoir des prises de conscience sur notre vie, quoi, sur notre manière de manger, de penser, de se vêtir, de travailler. Il y a tout un tas de questions. Après, ça ouvre le champ à plein de questions sur sa vie personnelle et professionnelle aussi, d'ailleurs. Ça y fait des Oui, parce que contributions. je pense que quand tu fais la première intervention avec les personnes, le premier rendez-vous, tu dois soulever des lièvres, ce qu'on appelle des lièvres, et les gens n'en avaient peut-être pas conscience à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour eux qui est tout à fait normal, naturel, qu'ils font peut-être depuis des années, et quand tu leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Et là, d'un seul coup, mais oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Moi, j'ai eu une jeune femme la dernière fois qui n'avait plus ses règles, qui était aménorrhée depuis des semaines et des semaines. J'ai passé donc à peu près 1 heure et demie avec elle pour la rassurer parce qu'il y avait des questions où elle s'interrogeait, elle avait peur. Et ce qui est dingue, c'est que le lendemain, elle Elle m'envoie les un a message eus. pour me dire, ouais, mes règles se sont déclenchées après des semaines et des semaines. Donc, tu vois, c'est plein de Oui, choses comme ça. Pareil, j'ai eu ma belle-mère qui n'arrivait pas à dormir. Donc, je lui ai fait une petite consulte comme ça, toutes les deux. Et le lendemain, elle m'a dit, putain, mais c'est dingue, Olivia, en parlant avec toi, j'ai réalisé que tac, je sais pourquoi je dors plus.
parce qu'il y a eu ça avec son fils qui s'était séparé de sa copine, etc. Ça l'avait un peu perturbée. Le lendemain, elle avait réussi à passer une nuit complète. Donc, tu vois, des fois, c'est pas grand-chose. C'est même pas des conseils. Non, euh, c'est juste de conscientiser, en fait. Ouais, de l'écoute, ouais, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Ouais, le fait de conscientiser les choses, ça débloque plein de problématiques. Du coup, ta spécialité, si tu en as une, Alors, l'alimentation, vraiment? ouais, moi, je suis très axée sur l'alimentation. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de rédiger justement un e-book sur tout ce qui va toucher à la qualité sanitaire de l'alimentation parce qu'il y a plein de choses à savoir. Donc, c'est vrai que moi, je suis très axée sur l'alimentation et l'activité physique. Je vais pas trop Ah oui, les m'orienter randos. dans la pharma ou la phyto, ce genre de choses. C'est moins mon domaine de compétences. Donc, c'est plus effectivement ouais, l'alimentation et l'activité physique. Et comment dire que l'alimentation, là, en 2022, avec tous les scandales dans lesquels nous sommes en train de plonger, on est vraiment pas mal. Ouais, tout à fait. Puis quand moi-même je vais faire mes courses et que je vois ce que les gens mettent dans leur caddie, Tu as bah, je peur? me dis qu'il y a beaucoup de pédagogie et d'apprentissage à faire en ce sens-là. Donc c'est vrai que ouais, l'alimentation, pour moi, c'est un pilier auquel je fais pas abstraction, quoi. C'est obligatoire. Et généralement, en plus de ça, quand on commence un petit peu à changer son alimentation, sans faire des choses de fou non plus, hein, Mhm. bah, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu des améliorations. Donc, des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, boire un peu plus, apporter plus d'oméga 3 dans son alimentation. Il y a plein de petites choses comme ça. Et des fois, bah, ça fait la différence. Donc ouais, l'alimentation, très important. Pas que, mais ça y compte beaucoup. D'accord. Les études, c'est donc tu as parlé tout à l'heure d'école. Il y a des écoles donc tu peux le faire soit en présentiel, soit à distance, apparemment. Tout à fait. C'est quoi? C'est 2 ans d'études? Comment ça se passe? Alors, ça va dépendre des écoles. Il y a des écoles D'accord. sur Paris où ça peut être sur 2, 3 ans, il me semble, mais c'est uniquement sur des week-ends. Moi, c'était sur 1 an en présentiel, plus 6 mois supplémentaires pour rédiger le mémoire professionnel, parce qu'on a un Ok. mémoire avec vous. Donc, c'était très condensé. Donc, c'est vrai que pendant 1 an, on a la tête comme un ballon. Oui, On a j'imagine. de choses. Puis en plus de ça, moi, comme j'ai eu mon licenciement économique au mois de juin 2019 et j'ai commencé ma formation, 2018, pardon, j'ai commencé ma formation 7 mois plus tard, en fait. Et j'ai eu ces 7 mois-là où j'ai été au chômage. Et pendant 7 mois, moi, je me suis mise à fond sur la natte physio, tu vois. Donc, j'avais déjà vraiment commencé avant Tu avais parce que pris de sinon, l'avance. ouais, j'ai pris de l'avance et j'ai pas regretté de le faire parce que rien que les cours d'anatomie, de physiologie, Oui, c'est court, hein, je, c'est très, je, très court. je compatis. C'était ma troisième année de médecine chinoise, c'est que de l'ostéopathie. Et quand tu dois apprendre le nombre de muscles, de tendons, tous les organes et savoir tous les positionnements, et en fait, c'est une année d'ostéopathie, quoi. Donc, en une année, tu apprends tous les termes et tout. Heureusement, dans le groupe, on avait un ostéopathe et qui nous a vraiment aidés. On se voyait 1 à 2 fois par semaine. On a tous eu notre diplôme d'ostéopathie chinoise. Mais ouais, c'est un autre monde. Quand c'est pas ton domaine, mais tu te dis, ah ouais, ok, tu découvres des mots en plus, tu savais même pas que tu avais tous ces muscles, tu sais même pas où est-ce qu'ils étaient placés dans ton corps. Donc oui, effectivement, c'est une part très importante. Mais quand c'est pas ton domaine, c'est assez particulier. Donc ça te demande un peu plus d'efforts. Ah bah oui, oui, complètement, d'autant plus que moi, j'étais pas du tout dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Donc c'est vrai on avait des personnes dans la promo, j'avais des personnes qui étaient déjà infirmières, tu vois, donc elles Oui, avaient des notions, donc c'est un peu plus facile. je Et confirme. puis, moi, je m'étais avancée, je savais aussi mon mémoire, je savais aussi le sujet que je voulais faire. J'ai fait sur le microbiote et le système immunitaire. Enfin, tu vois, j'avais essayé de prendre un maximum d'avance. Parce que quand j'avais eu mon entretien pour entrer en école, on m'avait dit, attention, préparez-vous, ça va être costaud. Et effectivement, c'est costaud. Il y a beaucoup de matière. Donc, c'est vrai que pendant 1 an, c'est très condensé. Donc, moi, ça s'est déroulé sur une année, plus 6 mois supplémentaires. Mais voilà, il y a d'autres écoles qui sont effectivement à distance. Alors, je peux pas trop juger, je connais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que pour l'apprentissage, c'est quand même bien d'avoir des professeurs et des collègues aussi pour échanger, pour se questionner, donner nos idées, nos opinions. Enfin, voilà, je trouve que c'est très formateur. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a plus d'échanges qu'en distance. Voilà, maintenant, c'est pas pour autant qu'une personne qui va faire une formation en école sera moins compétente qu'une qui sera en école, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment, ouais, ça n'a rien à voir. C'est l'implication de la personne, ce qu'elle va vouloir apprendre, si elle va avoir plus d'affinité avec certains sujets que d'autres, la spécialisation qu'elle va Oui. avoir.
Enfin, voilà, c'est plein d'autres facteurs, plein d'autres critères qui vont définir que la personne sera un bon naturopathe ou pas. Puis il y a l'expérience aussi, tout simplement, hein. Moi, je suis sortie de l'école et même encore à aujourd'hui, je me considère un petit peu comme un bébé, hein. J'ai pas 10 ans d'expérience, j'ai pas vu des centaines de consultants. Donc, ça va venir avec le temps progressivement. C'est vraiment l'expérience aussi qui fait la différence. Mais ça, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Quel est ton client idéal pour toi? Mais je pense que moi, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Toutes les personnes qui sont venues me voir étaient comment dire, ouvertes et avaient envie d'améliorer leur hygiène de vie. J'en ai juste eu une, tu vois, où c'est vrai que ça, je tiens, c'est pas que je tiens pas à avoir ce genre de personne, mais c'est vrai que quand on a une personne en face de toi qui s'attend à ce que ça aille vite avec un petit remède magique, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Cette personne m'a dit, ah bah, vous voyez, ce que vous m'avez dit, ça n'a pas fonctionné. Elle voulait Bah avoir oui. des enfants, elle avait perdu sa mère, son frère, elle avait plein de kystes, des problèmes, enfin, voilà. Et je lui avais expliqué qu'il fallait quand même que, d'un point de vue déjà psychologique, ça aille mieux, Mhm. déjà. Même avant l'alimentation, hein. Des fois, le psychologique, et même aussi pour beaucoup de cas, ça passe avant tout le reste. Mais voilà, elle avait pas voulu entendre. On lui avait dit que tel complément, tel remède allait l'aider. Et elle était restée sur ça. D'accord. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est vrai que quand on a une personne en cabinet qui vient nous voir et qui est fixée sur je veux le complément qui va m'aider et je veux que ça aille vite, ben, ça ne fonctionne pas. Bah, c'est surtout il faut que ça aille vite. Et je pense que c'est sincèrement le problème de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que les gens pensent que nous sommes des cachets d'aspirine. C'est Oui, ça. ok, un cachet d'aspirine, tu auras plus mal à la tête. Seulement un cachet d'aspirine, c'est juste, en fait, le cachet va dire à ton cerveau que tu n'as pas mal. Or, tu as toujours mal. C'est juste que ton cerveau bloque justement la douleur dans tes ressentis. Et c'est le gros problème également en énergétique, puisque ça, c'est mon domaine, et où les gens pensent qu'avec un soin énergétique, le soir même, il n'y a plus rien. Ça peut arriver, oui, ça peut parfaitement arriver qu'il y ait déjà des conséquences sur le plan physique dès le jour même. Et c'est bien, c'est tant mieux, mais c'est relativement rare parce qu'en même temps, en énergétique, on travaille sur différents plans, le plan émotionnel et le plan mental, et que ça va prendre du temps. Voilà. Et ça, les gens, comme ils ont toujours mal, ils ne comprennent pas. C'est Et ça. très souvent, j'en ai. Alors, maintenant, moi, je côtoie plus ce type de personnes, mais à un moment donné, il y avait des personnes, parce que ça ne marche pas, donc elles vont voir une énergéticienne ou un thérapeute chaque semaine. Ils ne laissent même pas le temps, si tu veux, que le soin j'allais dire se finisse, mais se finalise et se mette en place. Qui vont voir du coup un autre énergéticien, et un autre, et un autre. Et en fait, ce n'est que de la consommation. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai on a une vie où tout va vite aujourd'hui, tout doit aller vite. Et donc, c'est vrai que son état de santé, quand on va voir, bah, quand on a essayé le médecin allopathe, et puis peut-être l'acupuncteur, et puis un autre, le diététicien, et puis encore un autre, bon, on va peut-être essayer le naturopathe, voir finalement si ça fonctionne. Donc là, on attend à ce que ça aille hyper vite. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ça se saurait. Et Là, il en va de même pour tout ce qui est complément alimentaire. C'est pas le petit complément alimentaire qui va régler les problématiques d'années et qui, d'années qui va de te sauver. mauvaises. Et ouais, non, ça fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à certaines personnes. Tu me rappelles là, en parlant de ça, c'était au tout début où je faisais que de la médecine chinoise et je suis appelée par une personne et je suis à la fin de mes études et elle est coincée du dos, elle a un lumbago. Et j'arrive après 3 semaines d'arrêt où elle voit le médecin, elle a vu le médecin et j'arrive après 20 séances de kiné qui lui ont rien fait. Et moi, j'arrive et en une séance, il faut que je fasse un miracle. Et évidemment, bah, en une séance en acupuncture et pour un lumbago, un médecin chinois sait très bien qu'en une séance, c'est quasi impossible, puisqu'il faut le faire tous les jours pendant un certain temps. Et évidemment, bah, j'ai été incompétente. Alors que le kiné qui a fait 20 séances avant, lui, non, non, tout va bien, il n'a pas du tout été incompétent. Donc, j'avais trouvé ça très drôle à l'époque. Donc, quand tu débutes, là, d'un seul coup, ton ego en prend un peu un coup hein, et tu te remets un peu en question. Mais en fait, non, ta pratique, elle est comme ça. Et c'est plutôt la personne, justement, à se remettre en question à un moment donné. Et ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait ça. C'est pas si facile que ça. Bah, de... parce qu'on revient toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas culturel chez nous. Non, c'est vrai, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais.
C'est vraiment pas culturel. On va vraiment rester ça. C'est pour ça que les Asiatiques sont beaucoup plus justement dans le préventif, parce que c'est beaucoup plus naturel chez eux. Oui, complètement, complètement. Puis même, tu vois, toi, tu fais de l'énergétique, mais même l'énergétique, c'est pas commun. On n'en entend pas parler de nos médecins, ou tu vois, c'est pas du tout des choses. Euh, c'est pas, on va pas voir un médecin pour qu'il nous parle d'énergétique, tu vois. Tu Non. trouves un médecin qui te parle de la gestion de tes Alors, émotions. ça il commence un peu. Même les psys commencent un peu, mais ça reste quand même relativement rare. Mais il y en a Ouais, qui commencent à se poser des questions. Voilà, il y en a certains, effectivement, qui commencent à faire certains liens. Donc du coup, commencent à se poser et à s'interroger. Donc, c'est ça qui est intéressant, de se dire que, ouais, il n'y a pas que finalement un corps physique. Il y a peut-être quelque chose derrière. Oui, accessoirement de l'énergétique à 99%, mais c'est un détail. Un tout petit détail. ouais. Mais c'est pas de bol parce que la problématique est là. Oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. D'où l'intérêt aussi de voir plusieurs thérapeutes, tu vois. C'est bien Oui. d'être entouré de plusieurs personnes, de ne pas aller voir qu'un médecin, qu'un naturopathe, qu'un énergéticien. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la médecine intégrative et ça devrait se développer beaucoup plus, à mon sens, parce que chacun a ses compétences et chacun peut aider sur un domaine. Et nous sommes tous complémentaires. Ouais, voilà, tout à fait. Nous sommes tous complémentaires et la médecine intégrative, je pense que c'est l'avenir vraiment pour aider une personne qui en a besoin. Tu vois, par exemple, les cas de cancer, je sais que le médecin chinois, comme le naturopathe, comme le diététicien, comme l'oncologue, tous ont leur pierre à apporter à l'édifice en quelque sorte et c'est hyper important. Et malheureusement, de nos jours, non, il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'une ligne droite, il n'y a que Oui. la médecine allopathique. Et le reste, c'est des charlatans. Oui. Ça, je l'ai entendu aussi. Hein. Ah bah oui. Naturopathie, l'énergétique, ouais, non, mais ça, c'est des trucs de charlatans. Oui, oui, Ben, bah, non, non. bah là, moi, je l'ai vu cette semaine avec la fameuse controverse par rapport à justement une émission de télévision sur une maladie comme l'endométriose ou une personne qui travaille dans l'énergétique, qui écrit des livres et qui, quand même, qui a une très bonne réputation quand même en France, voire même au-delà, et qui s'est fait incendier effectivement par justement l'ordre des médecins et j'en passe, parce qu'elle avait osé parler de problématiques émotionnelles, en plus ce qu'on appelle la psychogénéalogie, et de mettre ça en avant sur une maladie comme l'endométriose. Et elle s'est fait effectivement, alors je vais être mal polie, mais elle s'est fait démonter sur les réseaux sociaux. Voilà, donc preuve qu'il y a encore vraiment, vraiment, vraiment du boulot par rapport à tout ça. Oui, puis il ne faut pas oublier que des charlatans, il y en a aussi Ah, dans mais les médecins. alors on est entièrement d'accord. Mais même en énergétique, hein, moi, comme je dis toujours, hein, même dans mes pratiques, oui, oui, il y a des dérives sectaires, il ne faut pas non plus être totalement fermé à ça. Il y a de tout, partout, de toute façon. Tout à fait, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est faites-vous confiance et écoutez-vous justement quand vous avez en face de vous un thérapeute, quel qu'il soit, même un naturopathe ou un énergéticien, et de vous dire, OK, est-ce qu'il me convient ou pas? Ouais. De se Mais c'est faire, de se faire confiance. Il y a celui qui vous correspond à l'instant T, ce que je dis toujours. Il n'y a pas de bon ou mauvais thérapeute, il y a celui qui vous correspond à cet instant-là par rapport à votre problématique. Et s'il faut pour une prochaine problématique dans 6 mois, ça sera un autre thérapeute et qui sera bien plus compétent à ce moment-là par rapport à votre problématique. Et oui, on évolue tellement. Exactement. On change tellement. La Olivia d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui, elle ne sera pas la même que demain. Et c'est tout à fait ça. Hein. On évolue tellement, tellement que il faut vraiment s'adapter et aller vers la personne qui nous parle à cet instant T, à cet instant présent. Effectivement, c'est bien dit. La naturopathie, du coup, tu vas axer toi sur l'alimentation. Ça va être quoi? Des changements, des changements alimentaires, mais avec quoi? Pas des régimes, mais quoi? Plutôt des compléments? Alors, non, moi, je fonctionne pas trop par complément. Disons que tu as des grandes bases, des grands piliers à Ok. connaître en alimentation. Donc, je fais toujours un questionnaire pour savoir un petit peu comment s'alimente la personne. Et après, il y a des échanges qui s'opèrent et c'est là que je réoriente, j'explique le pourquoi du comment, pourquoi dans le corps on va avoir besoin de tant de protéines, pourquoi il faut penser aux oméga 3, pourquoi, oui, il peut y avoir certains compléments, mais moi, je pars vraiment des grandes bases, on va dire, de nutrition, santé et de prévention pour ensuite rééquilibrer tout ça. Ok, c'est-à-dire que là,
C'est pas forcément des compléments, non. Si moi, là, par exemple, je viens pour une consultation, allez, on va prendre le fléau numéro un, je pense que ça parlera à quasiment tout le monde. Je suis en surpoids. T'as dit quoi? Non, j'allais dire le sucre, parce que le sucre... Oui, je pense que c'est les conséquences. Donc oui, alors oui, voilà, je suis accro au sucre et je suis en surpoids. Mon Dieu, qu'est-ce que tu peux pour moi? Bon, alors là, on va pas faire une consultation, mais je vais déjà te Non, demander un petit peu. il y a le domaine de vie privée. Oui, bah, bien sûr. Non, mais ton régime alimentaire, c'est-à-dire, tu manges trop de sucre. Qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu manges le midi, le soir? Est-ce qu'il y a des encas, pas des encas? De quoi se compose ton assiette? Est-ce que tu manges des fruits et légumes? Quel type d'huile tu utilises? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de manger du sucre? Est-ce que c'est parce que tu es stressé? Est-ce que c'est parce que tu as un patron qui te crie dessus toute la journée? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a une compensation? Enfin, tu vois, j'essaie de creuser à chaque fois, de comprendre pourquoi, parce que des fois, c'est, comme je disais, hein, le psychologique, des fois, prend bien souvent le dessus sur le reste. Donc voilà, il y a pas mal de questions. On cherche, on creuse, on questionne la personne pour essayer de comprendre un petit peu ce qui ne fonctionne pas à aujourd'hui dans sa vie et pourquoi pourquoi tu serais aujourd'hui en surpoids. Est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il y a des prises de médicaments? Est-ce qu'il y a une maladie? Comment est le sommeil? Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Est-ce que tu fais de l'activité physique? Ah oui, t'es vraiment désagréable, quoi. Voilà. Est-ce que tu es épanoui dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Comment se déroule ton cycle, tu vois, c'est vraiment vaste. Il y a plein de questions que je pose en fait pendant une consultation. D'accord, ok. Donc, on parlait tout à l'heure, ouais, les compléments. En fait, tu vas rétablir vraiment l'alimentation, c'est-à-dire que tu vas modifier la manière de manger des personnes. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais Voilà, je vais voir les bases qui sont bonnes et celles qui sont à revoir, à rééquilibrer. Et puis ensuite, je questionne la personne pour savoir si on peut enlever tel aliment, rajouter par un autre. Des fois, il y a des gens qui ne veulent rien enlever à leur alimentation, mais qui ne sont pas contre pour le fait de rajouter. Tu vois, la jeune femme que j'ai vue la dernière fois, elle m'a dit, moi, vous ne me changez rien, j'ai pas envie d'enlever quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez me rajouter des choses. Donc là, ok. On va mettre un peu plus d'oméga 3, des petites sardines. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous aimez un peu plus d'huile, un peu plus de... Enfin, tu vois, ça va vraiment être en fonction de... C'est toujours individualisé. Donc, tu as des grandes bases, mais après, tu individualises selon les personnes. Parce que certaines vont vouloir faire ça, d'autres pas. Il y a des aliments qu'elles vont pas aimer. L'activité physique, ça va pas être leur truc. Ah bon, bah alors pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait vous convenir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et puis, des fois, c'est qu'est-ce qui vous nourrit aussi dans la vie, tout simplement, tu vois. Il y a des personnes qui aiment écrire et qui ne le font pas parce que elles y pensent pas ou elles ont pas le temps. Alors là, c'est après de l'organisation, de la réorganisation. Tu vois, voilà. Ah, tu refais leur planning également. Ouais, je peux donner des idées, tout à fait. Ouais, je peux apporter des idées pour gagner 1 heure de son temps dans la journée et pour que cette heure-là, bah, ça soit que pour la personne et qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle ait du temps pour elle. Bien souvent, c'est le matin d'ailleurs que ça pêche parce qu'on est vite sur le téléphone, vite sur les réseaux sociaux et on perd un temps de fou, tu vois. Alors que pendant 1 heure, eh ben, on peut lire un petit livre, faire des étirements, faire des exercices de respiration, aller marcher un petit peu dehors. Tu vois, il y a plein de choses en fait. Donc, des fois, c'est des petits réajustements et ça fait la différence parce que quand tu gagnes une petite heure ou au moins 30 minutes par jour, bah, à la fin de la semaine, c'est énorme. C'est un peu plus de temps pour toi. Et voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Puis il y a d'autres personnes, ça va être beaucoup plus important. Il n'y aura pas de souci. Je pourrais changer beaucoup plus de choses. Mais je questionne toujours pour savoir si c'est réalisable pour elle ou pas. Parce que sinon, fixer des objectifs, si derrière, c'est pas mis en pratique, moi, il n'y a aucun intérêt. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Donc, si la personne, elle, ne met pas en place, il n'y a pas d'intérêt. Ça va pas arranger son état de santé. Puis il vaut mieux peut-être y aller petit pas par petit pas plutôt que de monter l'Everest directement et d'être dégoûté parce que tu vas pas y arriver. Ah oui, non, mais complètement, il faut faire les choses progressivement, sinon il y a pas sinon ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas et surtout ça tient pas dans le temps, c'est ça. Parce qu'il y a aussi cette problématique où les gens vont faire des efforts plus ou moins importants pendant 1 ou 2 semaines et puis après, pouf, ça retombe. Ça retombe parce que la personne a voulu changer trop de choses tout de suite. Ouais. Or, les changements se font dans le temps progressivement. Il faut laisser aussi le corps, le mental, faut laisser le temps, l'organisation que tout se fasse petit à petit, quoi. Oui, puis justement, en plus, si elle change tout et au bout de 15 jours, elle voit
toujours pas forcément les bénéfices ou 100% des bénéfices, d'un seul coup, elle va se dire, mais ouais, ça marche pas, ça sert à rien, et il va perdre sa motivation, quoi. Alors qu'il fallait peut-être qu'elle atteigne encore une semaine supplémentaire pour voir vraiment commencer à toucher du doigt les bénéfices. Ouais, c'est ça. Puis après, tu parles de motivation. Alors oui, il y a la motivation, mais il y a aussi, je pense, la discipline, tu vois. Bah oui, se lever tous les matins, prendre le temps de faire son petit déjeuner. Des fois, c'est chiant, on n'a pas envie. Il y a des gens qui sont pressés. Eh ben oui, mais peut-être qu'il faut commencer par là et se forcer finalement, hein, à être discipliné et à faire les choses tous les jours pour que ça devienne une habitude. Il y a ça aussi qui est important, cette notion-là qui est importante, je trouve. T'es pas obligé de m'engueuler, ça va. Non, j'ai pas été livrée avec cette fonction, les habitudes. Je ne sais pas ce que c'est. Et ouais, il y a des gens, je sais, ça sera plus difficile pour certaines que pour d'autres. Je confirme. Qu'est-ce que la naturopathie t'a apporté dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, professionnelle? Alors, professionnelle, un métier, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté, toi, pour toi, et dans ton entourage? Ouais, alors voilà, il y a deux aspects. Alors déjà, d'un point de vue perso, forcément, toute l'amélioration de mon état de santé, j'étais très stressée, je mangeais très très mal, je faisais quasiment pas de sport. C'est vrai que quand je repense à 5-6 ans en arrière, c'était une catastrophe. Donc forcément, d'un point de vue personnel, mon état de santé a été amélioré, mes puissances 10 000. Donc, il y a un espoir, c'est bien. Bien sûr, ah non, mais tout à fait. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, mais il y a forcément un impact positif. Voilà, tout à fait, c'est obligatoire. Et ensuite, moi, quand j'ai commencé mon école, en fait, si tu veux, j'ai alors je sais, coïncidence ou pas, mais j'ai appris à ce moment-là qu'une personne de ma famille avait un cancer. Donc, je venais de commencer l'école et donc j'apprends ça. Donc, forcément, là, c'est le choc, hein, c'est le cas de le dire. Et en fait, tout ce que j'avais appris en amont et tout ce que j'ai appris durant mon année, je l'ai mis en fait à profit pour cette personne-là. Alors, j'ai pas commencé tout de suite parce que j'ai commencé en janvier et en fait, ça a mis 5-6 mois avant que je commence à justement pouvoir aiguiller et aider un peu cette personne. Mais en fait, j'ai tout mis en application. L'alimentation, le stress, l'activité physique, les bains hyperthermiques, le pollen, bref, j'ai tout mis en application et ça l'a énormément aidé parce qu'aujourd'hui, alors c'est un cancer du système lymphatique, c'est un lymphome. Et aujourd'hui, là, le dernier examen du mois de janvier est plus que positif parce qu'il y a des cellules qui diminuent, il y en a même qui ont disparu. Donc, l'oncologue a prononcé le mot rémission, mais moi, je reste toujours très, très méfiante vis-à-vis de ça parce que, voilà. Mais voilà, ça a été extrêmement formateur, enrichissant, plein d'espoir pour moi et pour d'autres personnes parce que du coup, forcément, j'ai aussi envie de communiquer sur ça pour les personnes qui sont atteintes de cancer ou qui ont un risque génétique aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, naturopathie, pour moi, c'est ma plus belle réussite, même si je ne suis pas la sauveuse de l'histoire et même si cette personne a toujours, son cancer est toujours présent, mais ça l'a tellement aidé que je me dis ça aura été le plus beau cadeau que cette école et que cette formation m'ait apporté. Après, ce qui est bien, je trouve aussi, c'est que la personne ait accepté que tu t'en occupes. Alors, je ne sais pas si ça a été évident, si ça a été un oui franc et massif. Et alors, ça a été un oui, évidence. On ne s'est même pas posé de questions. Ouais, elle a tout de suite écouté tout ce que je lui ai dit et elle a mis en application et voilà. Et au bout de 3 ans maintenant, ça va mieux. Donc c'était une évidence. J'avais pas à forcer un peu, la main ou non, ça s'est fait naturellement. Et heureusement. Et puis après, cette personne a aussi un mental extrêmement fort. Voilà, elle se sent pas malade, elle pense pas forcément à sa maladie, donc ça c'est beaucoup. Hein. Elle s'est jamais positionnée en victime. Non, jamais, et encore aujourd'hui jamais. Donc ça c'est sûr que ça aide beaucoup et voilà, moi c'est le plus, ça a été énorme dans ma vie et je pense que ce sera la plus belle réussite de toute ma vie de toute façon, même si ça venait à ce que son état de santé, pour X raisons, venait à se dégrader. De toute façon, c'était, il n'y a pas de traitement allopathique, il n'y a pas de chimiothérapie. Hein, c'était parce que quand on allait voir les oncologues, c'était s'il ne fait pas de chimiothérapie, dans 6 mois, il est mort. Ouais, bien. Ça fait 5 ans, hein, voilà. Il n'y a pas de chimiothérapie et cette personne va très bien. Donc voilà, tu vois. Donc c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis, je te comprends.
même par rapport aux médecins, tu vois, moi je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, quand ils vont voir à chaque fois les scanners annuels début janvier, ils vont bien poser des questions, se demander. Ben non, j'ai aucune question. J'avais essayé un petit peu de parler de jeûne, de parler d'alimentation, de certains compléments. Oula, je me suis fait Oula, stopper, je me suis fait en direct. tu Donc j'ai laissé. cherches les ennuis, toi. Ouais, non, j'ai laissé tomber. Je me souviens au tout début, on avait le rendez-vous avec l'infirmière, parce qu'on on a eu des mois et des mois d'attente pour passer une biopsie, parce qu'il y avait une tumeur qui grossissait au niveau de la tête. Et quand on a su ce que c'était, bah là, tout s'est enclenché vite, l'opération, le machin, la chimio, le truc, le rendez-vous avec l'infirmière. Wow, une minute, vous nous balancez ça comme ça, on veut souffler, respirer, on n'avait pas le Digérer temps de l'information. Ouais. Et on devait avoir rendez-vous avec l'infirmière pour nous expliquer l'opération, le truc, le machin, là. Et en fait, alors moi, je suis très, très chiante. Moi, je posais plein de questions. Et puis, j'avais commencé à parler du jeûne avec des études d'un professeur qui, justement, a mis en avant le jeûne pendant les chimiothérapies. Enfin, il y a plein d'études, il y a plein de bouquins à ce niveau-là. Et en fait, on m'avait tout de suite stoppé en disant, oh là là, non, mais surtout pas, ne parlez pas de ça, il aura une diététicienne, voilà. Moi, j'avais demandé les menus, bref. Voilà, je voulais même interroger d'autres patients qui étaient malades et qui suivaient justement ce traitement-là. On m'avait stoppé surtout et puis on avait vite appelé l'oncologue pour lui dire, oh là là, attention, mademoiselle Christophanie, elle parle de Tu as une chieuse en face. et par là, je me suis fait dégommer. Non, mais surtout pas. Faut surtout pas faire ça. Vous vous rendez pas compte. La dénutrition, c'est des pathologies qui sont lourdes. Enfin bref, donc j'avais laissé tomber. Et là, jusqu'au dernier scanner, en fait, voilà, on m'avait dit, je sais pas ce que vous lui faites faire, mais écoutez, continuez. Tant mieux. Mais voilà. Ah, Mais c'est. tu avais quand même ouais, mais tu avais quand même le discours de bon, il y a quand même quelque chose qui a marché, on ne sait pas quoi, mais on voit quand même que ça évolue en bien. Voilà, donc, mais bon, après, je sens aussi que, bon, on n'est pas les bons clients parce qu'il n'y a pas de chimio, donc il n'y a pas d'argent, on ne rapporte rien, nous, tu vois. Tu veux vraiment qu'on aborde le sujet des labos pharmaceutiques? Non, on se fera un autre podcast pour ça. Oui, on se fera un autre podcast. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que oui, la naturopathie, c'est fabuleux. Ça peut faire des miracles. Ça peut aider sur tout un tas de problématiques de santé, même aussi graves qu'un cancer. Et tu me parlais de spécialité tout à l'heure. Moi, j'ai pas forcément de spécialité autre que des techniques, tu vois, Ouais. parce que je pense qu'il faut le temps de se découvrir encore quand on pratique, de savoir vraiment ce vers quoi on a envie d'aller. Mais c'est vrai que moi, la cancérologie, j'ai pas forcément envie d'avoir des personnes qui ont des cancers, parce qu'il y a aussi une grosse erreur de la part de certains naturopathes, je trouve, ce n'est que mon opinion. Mais bien souvent, quand on commence des études de naturopathie, c'est parce qu'on est malade ou qu'on a un de nos proches qui est malade. Ok. Je n'ai pas commencé mes études par rapport à ça, puisque j'ai appris la maladie juste après. Et parce que si j'avais pu améliorer mon état de santé, c'était pas du tout par rapport à ça. C'est parce que j'étais curieuse d'en apprendre plus. Mais voilà, il y a des naturopathes qui, parce qu'ils ont eu une maladie ou parce qu'ils ont aidé l'un de leurs proches, vont se spécialiser là-dedans et vont être persuadés qu'ils vont réussir à aider la personne. Or, on n'aide pas la personne, en fait. On ne soigne pas, nous, on ne fait rien, on ne guérit pas, on ne soigne pas. Non, c'est la personne. Accompagnez. Ouais, voilà, on accompagne, c'est le corps qui va se réguler et qui va s'auto-guérir. Ça, c'est très, très important de le rappeler parce que des fois, c'est un peu… Vous amenez des éléments extérieurs, Ouais. vous rectifiez des éléments extérieurs pour justement que la personne, tout se régule à l'intérieur. C'est ça, on met sur le bon chemin et après, c'est la personne qui va faire son petit cheminement ou pas. Donc, ça va fonctionner ou pas. C'est ça. Tout simplement. Ah. Ok. Donc, toi, du coup, effectivement, ça fait quoi, 3-4 ans que tu as vu tous les bénéfices déjà juste pour toi? Ah oui, enfin pour moi non, ça fait même plus de 4 ans, ça fait Oui, c'est à peu près, même plus, parce que j'avais déjà commencé avant quand j'étais salariée et après ouais, donc ça fait des années maintenant, ça fait des années que j'ai mis mon nez là-dedans et que j'ai découvert plein de choses et bien sûr que j'ai amélioré mon état de santé, mais c'est indéniable, ne serait-ce que par l'alimentation. Et et puis là, tu vois, maintenant, je me mets plus aux techniques de respiration. Là aussi, je vois des améliorations. Enfin, on apprend, comme je te disais, on apprend tout le temps et on expérimente. Et c'est l'expérimentation qui fait la différence. Parce que pour pouvoir parler d'un sujet aussi, c'est important de l'avoir testé sur soi et de voir vraiment ce que ça fait pour pouvoir l'expliquer. Je fonctionne comme ça. Donc oui, là, tu prêches une convaincue. Voilà. Si c'est juste pour apprendre, je vois
pas l'intérêt dans nos démarches, nous, thérapeutiques. Voilà, c'est-à-dire que, comme je dis toujours, moi, je me forme d'abord avant tout, moi, Véro, la personne que je suis, et si ensuite les techniques apprises peuvent me servir en tant que thérapeute, dans ces cas-là, oui, je les mets au bénéfice de mon métier. Mais tout ce que j'apprends, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Et ensuite, comme ça, du coup, quand tu le transmets aussi à la personne, tu sais de quoi tu parles. Exactement, ouais, tout à fait. Et du coup, alors, est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Est-ce que tu as des petits trucs là, si les personnes qui nous écoutent peuvent modifier déjà des choses sans forcément venir te voir pour prendre un rendez-vous? Alors, Quelle est la base de la base? Voilà. c'est la curiosité et l'envie d'améliorer son état de santé ou de le préserver. Ça, c'est la base de la base. Mais c'est vraiment la curiosité. Je pense qu'il faut, si vous avez envie, si les personnes qui nous écoutent ont envie de découvrir un peu la naturopathie, déjà, la base, c'est la physiologie. Comprendre comment fonctionne notre corps. Alors c'est lourd, des fois on n'a pas envie, on se dit oh là, la physiologie c'est trop compliqué, mais non, enfin oui et non, on peut le simplifier, on peut le vulgariser et apprendre comment fonctionne son corps, comment ce qui se passe quand on est stressé, qu'il y a un bon stress, un mauvais stress, comment fonctionne notre système digestif, comment fonctionnent nos articulations, pourquoi le mouvement c'est important. En fait, quand on commence à s'intéresser à la physiologie, forcément on va s'intéresser ensuite à l'alimentation, puis ensuite à nos modes de consommation, puis ensuite, en fait, ça va déboucher sur tout un tas d'autres sujets. On va prendre conscience qu'il y a plein de choses à faire pour se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Donc, c'est vraiment la curiosité, c'est apprendre comment fonctionne notre corps. Et petit à petit, ça va déboucher sur tout un tas d'autres sujets. Et puis le fil conducteur va se faire tout seul. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu ouvres une porte et en fait, tu en as 10 derrière qui s'ouvrent, quoi. Oui, c'est ça. C'est automatique, en fait. C'est un sujet, c'est inépuisable, c'est illimité, j'ai même envie de dire. C'est illimité. Puis après, il y a plein en tant que vraiment parler purement naturopathie, il y a plein de bouquins, il y a plein d'auteurs, il y a des grands hygiénistes à connaître. Il y a donc forcément Pierre-Valentin Marchessault, il y a Herbert Shelton, il y a Désiré Mérien, Albert Mosseri, il y en a plein de grands hygiénistes. L'abbé Kneip aussi avec les bains chauds et les bains froids, le docteur Salmanoff sur la médecine des capillaires. Il y en a tellement à découvrir que faut juste être un petit peu curieux et trouver le domaine qui va nous permettre d'ouvrir une porte. Et puis après, ça va se faire tout seul. Voilà. Mais il y en a plein. Il y a plein de Les bains chauds et les bains froids. Ouais, les bains froids, ça c'était l'abbé Kneip qui avait découvert les bienfaits des bains froids. Et puis ensuite, il y a les bains chauds, il y a plein de choses, plein de choses. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'hydrothérapie, notre technique dans notre boîte à outils. D'accord. Ouais, que je fais et qui est fabuleux. C'est fabuleux d'apprendre, tu vois, et ça ramène tout le temps en fait à la physiologie. Pourquoi des bains chauds, pourquoi des bains froids? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau des capillaires? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la circulation sanguine? Au niveau du système lymphatique? Et comme tout fonctionne en synergie dans notre corps, en fait, tout est lié tout le temps. Donc, une technique va avoir tout un tas de bienfaits physiologiques. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de commencer par apprendre des petites notions de physiologie. Le système nerveux central, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le système digestif, à quoi sert notre foie? Pourquoi on a un pancréas? Où est-ce que ça se situe? Pourquoi une bouillotte chaude, ça peut faire du bien au foie, tu vois? Ça va ouvrir plein de choses comme ça. Et puis après, c'est passionnant. Ce n'est que passionnant. Enfin, à mon sens. Ce n'est pas ennuyeux. Ça peut être compliqué. Il y a des ouvrages qui peuvent être un peu compliqués, mais il faut juste trouver des livres qui vulgarisent un petit peu tout ça. Puis après, il y a plein de vidéos Internet. Puis il y a des grands naturopathes. J'ai cité Fabien Moine tout à l'heure, Thierry Casasnovas qui vulgarise tout ça. Il y a aussi Pierre Dufraisse, Vérisme TV, qui lui, justement, fait des vidéos sur la nat physio. C'est hyper important. Moi, c'est ce que je regardais quand j'étais en école, justement, pour essayer d'apprendre de manière un peu plus simplifiée, parce qu'il y a beaucoup de notions. Il le vulgarise, du coup? Il le rend accessible? Complètement. Il a un tableau, tu as les dessins et tout est expliqué. Et puis après, tu fais des liaisons, tac, avec les aliments, avec l'activité physique, avec la respiration. Et c'est comme ça que petit à petit, la toile se tisse. Parfait. Et donc, du coup, voilà, quelques tips ou qu'est-ce que je te dis? Si là, les personnes qui nous écoutent, elles voulaient vraiment améliorer leur quotidien dans leur alimentation, qu'est-ce qu'elles devraient, par exemple, rajouter? Un truc qui est, valable pour tout le monde, par exemple. Tu parles régulièrement de pollen, tu as parlé d'oméga 3 tout à l'heure. C'est des choses basiques.
Oui, mais alors après, moi, ce que je conseille, c'est avant d'ajouter des choses, d'abord limiter les entrants, limiter les polluants. Donc, limiter, si on parle juste d'alimentation, hein, Ouais. ça fait tout ce qui va être alimentation ultra transformée. Le sucre, il y a des bons et des mauvais sucres. Essayer de manger plus de végétaux, de végétaliser un peu plus son alimentation. Bien sûr, de regarder les étiquettes des produits que vous achetez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cochonneries, beaucoup de... Non, ça saurait. Voilà, plus de fruits et légumes, bio, conventionnels, ou pas forcément conventionnels, mais ou en tout cas de saison. Mhm. Voilà, ne pas trop manger, ne pas se suralimenter, parce qu'on mange beaucoup, beaucoup trop Ah oui. par rapport aux dépenses énergétiques que l'on va avoir. C'est quoi un bon ou un mauvais sucre? Alors, en fait, tout ce qui va être raffiné, par exemple, le sucre, on va prendre le Le sucre classique, hein, blanc? voilà, le sucre blanc, tout le monde en prend normalement. C'est du sucre qui est raffiné, donc c'est du sucre pour lequel on a enlevé tous les minéraux. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de bon pour le corps, on va dire. Et au lieu de nous apporter des éléments nutritionnels intéressants, ça va au contraire nous acidifier. Donc plutôt que de prendre du sucre blanc, on peut prendre du sucre complet ou du muscovado ou du sucre de coco qui a un index glycémique plus faible. Voilà, ça va être des petites choses comme ça. Au lieu de manger des pâtes complètes ou du pain blanc, prendre plutôt du pain complet ou des pâtes complètes ou semi-complètes. Voilà, ça va être des petites choses comme ça petit à petit à remplacer de son alimentation, faire un peu de tri dans ses placards et essayer d'avoir des aliments qui sont un petit peu plus riches nutritionnellement. Donc, vraiment de privilégier, que ce soit riz ou pâte, par exemple, ou pain, du coup, tout ce qui est complet. Plutôt ce qui est complet, semi-complet et biologique si possible, parce que les pesticides, tout est traité. Si par exemple tu prends du pain complet conventionnel, les pesticides viennent se loger autour de la coque en fait. Donc Ok. tu vas plus de chance d'en consommer que si tu prends du bio. Normalement dans le bio, bon après c'est encore un autre sujet parce qu'il y a bio et bio. Tout ce qui est bio n'est pas forcément sain, tu vois, il y a ça aussi. Combien j'ai de personnes qui me disent ah non mais moi je prends des petits gâteaux le matin mais ils sont bio. Oui, mais c'est pas parce que c'est bio que ça reste du sucré et ça reste de l'ultra transformé. Oui. Donc, il vaut mieux faire des choses soi-même ou remplacer par d'autres choses, par plutôt des oléagineux, des amandes, pourquoi pas un avocat, des oméga 3 le matin, un œuf, les protéines aussi. Les gens manquent bien souvent de protéines. Et qui manque de protéines aussi a beaucoup plus envie de sucre, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça. Ok. Et oui. Donc, Donc, le petit-déj, par exemple, l'idéal, c'est quoi? le petit-déj, ça peut être voilà, donc un petit œuf, un œuf à la coque, par exemple, avec une petite tranche de pain complet bio, un peu de beurre. Ça peut être une petite poignée d'oléagineux, donc amandes, noisettes, ce qui plaît, ce que la personne aime. Un fruit complet, pourquoi pas, plutôt complet, pas forcément un jus pressé. On parle beaucoup de jus d'orange, c'est pareil, le jus d'orange. Une orange pressée n'aura pas du tout le même impact dans le corps qu'une orange entière avec les fibres qu'on va mâcher. Ouais, puis Plutôt j'ai toujours entendu dire qu'une orange pressée, justement, le matin, c'était le truc à ne surtout pas faire. ah voilà. Moi, c'est le contraire qu'on me dit. Ah, bon, ouais. Le jus de fruits le matin, c'est un peu le classique, hein. Le multivitamine ou le jus de fruits pressé, c'est bon. C'est pas que c'est mauvais. Si tu veux, c'est même pas ton petit jus de fruits dans la journée qui va être mauvais. Mais c'est que mis bout à bout, quand tu manges beaucoup de gluten, beaucoup de farineux, beaucoup de sucre toute la journée et qu'en plus tu te rajoutes ton jus de fruits, ça fait beaucoup, beaucoup. Tu vois, c'est plus, Oui, plus, oui. plus. Donc, on l'évite le matin. Oui, il vaut mieux manger un fruit complet avec les Mhm. fibres, voilà, pour le transit, pour la mastication. Oui, voilà ce que j'allais dire. Il y a la mastication derrière également qui va être très, très importante. Ouais, tout à fait. Puisque justement, la mastication, moi, c'est ce que j'explique en médecine chinoise j'en avais parlé régulièrement par rapport justement à la digestion et par rapport au travail du foie et de l'estomac, où la mastication est un processus justement très, très important dans le système, dans le principe de digestion. Ah oui, Et complètement. du coup, pour notre équilibre, l'équilibre du corps également. Complètement. La digestion dans la bouche, on a des enzymes au niveau de la salive qui vont participer à prédigérer certains nutriments. Donc, ouais, non, c'est très, très important. Et d'ailleurs, sans parler de tout ça, hein, on ne prend tellement pas le temps déjà de prendre conscience de ce que l'on mange et de mastiquer, que l'on gobe. Et après, ça tombe directement sur le ventre. Et il y a des gens qui ont des problématiques de ballonnement et autres. Et déjà, quand on leur explique qu'il faut qu'elles prennent plus le temps de mastiquer, quitte à poser sa fourchette, on va faire des grandes inspirations et expirations juste avant de manger, tu vois, déjà, ça recentre un peu et ça améliore des choses. En médecine chinoise, on dit qu'il faut mâcher chaque bouchée 100 fois, ce qui est énorme, hein.
Je l'ai jamais fait. Mais si tu veux, c'est le principe, c'est-à-dire que ta nourriture doit arriver en fait finalement bouillie déjà au niveau de ton estomac. Comme ça, ton estomac et ta rate ont le moins de travail possible à faire de transformation. Et que justement, du coup, tout le travail s'est fait déjà dans la bouche. Donc, c'est ce qu'on dit effectivement en médecine chinoise. Bah, tu vois, ça se rejoint. Mais il y a plein de choses qui se rejoignent avec la naturopathie, la médecine chinoise. Hein. Ça se croit. On a déjà eu l'occasion effectivement d'échanger et de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de commun entre les deux. La naturopathie, à quel âge d'ailleurs, à peu près? C'est une très bonne question. C'est récent quand même. Enfin, je veux dire, ça n'a pas 3500 ans de recul comme la médecine chinoise. Non, pas du tout. Ça a quoi, une cinquantaine d'années, un truc comme ça? Eh bien, écoute, je ne veux pas dire de bêtises là, donc je te dirai ça précisément. Ok. J'ai posé une colle, désolée, ce n'était pas le but. Exactement, parce que ça date même d'Hippocrate, donc tu vois, j'ai pas oui. de... Okay. Oui, ça avait commencé par Hippocrate avec les tempéraments, non, ça commençait par des régimes alimentaires, etc. Donc, ça date quand même, mais c'est pas aussi vieux que la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Mais je te dirai ça. Ça marche. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu as encore quelques petits tips à nous donner, à des petits conseils à donner aux personnes qui vont écouter ce podcast? Mais de prendre le temps de prendre soin d'elles, parce que les gens ne prennent pas soin d'eux, ne prennent pas le temps de prendre le temps. Voilà, on a une vie où ça va à 100 000 à l'heure et on prend pas le temps d'aller respirer, de se mettre au soleil, de se reconcentrer, de se reconnecter à soi, d'observer. De s'observer, d'apprendre à s'observer, ça c'est important aussi. Est-ce que j'ai les cheveux qui tombent? Comment je me sens après avoir mangé? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je compense avec du sucre? Apprendre à s'observer, c'est très très important ça aussi en naturopathie. Il faut prendre soin de soi, apprendre à observer ses selles, son urine. Est-ce qu'on boit suffisamment? Et puis est-ce qu'on est fatigué aussi? Parce que la fatigue, ça c'est le premier signal d'alarme et on l'écoute pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont fatigués et qui ne prennent pas le temps de dormir, tout simplement, et de se reposer, de ne rien faire. Voilà ce que j'aurais à dire en plus, parce que c'est tout aussi important que le reste, et ça commence déjà par l'observation de soi et de ses, entre guillemets, symptômes. Et prendre le temps, ça s'apprend. Aussi, tout à fait, ouais, complètement. Parce que les gens qui vont écouter vont dire oui, mais j'ai pas le temps. Si, on a toujours le temps. Mais c'est prioriser justement son temps. Tout à fait. Et se mettre en priorité dans tout le reste aussi. Ce qui est la base de l'ancrage. Ah ben voilà. Moi, c'est ce que j'explique. L'ancrage, donc cette notion basique du développement personnel, c'est effectivement c'est apprendre à vivre dans l'instant présent. Mais la première chose, c'est je suis ma priorité. Et qui n'est absolument pas de l'égoïsme. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est je suis ma priorité parce que du coup, j'apprends justement à m'écouter et à écouter tous les signaux. Et on a parlé quand même maladie pendant ce podcast. Et justement, en étant ma priorité, comme je m'écoute, je suis attentif à tout ce qui peut être déréglé, justement. Et du coup, faire de la prévention également par rapport à la maladie. Parce qu'on va l'entendre arriver. Je caricature, mais c'est à peu près ça. On va la voir, voilà. Et avant qu'elle se formalise et qu'elle se cristallise dans le corps. Tout à fait. Et ce qui est terrible aussi de nos jours, c'est que y a beaucoup de personnes qui donc tombent malades, entre guillemets, parce qu'on tombe jamais vraiment malade comme ça par hasard. Non. Et tu es bien placé pour le... Oui. Et c'est à ce moment-là que les gens, ça va leur faire tilt et vont avoir envie justement de prendre soin d'eux. Sauf qu'on prend pas soin de soi quand on est malade, on prend soin de soi avant. Quand on monte dans sa voiture, on met sa ceinture de sécurité, c'est de la prévention. Et la santé, la naturopathie, c'est pareil. Mais il faut d'abord mettre sa ceinture de sécurité, donc prendre soin de soi en amont avant d'éviter justement d'avoir un accident ou de tomber malade. Eh bien, sincèrement, je pense que c'est la conclusion de ce podcast. Voilà. Magnifique. Ah bah, en plus, l'image est très belle. Donc, au moins, Olivia vient de vous faire un résumé du podcast. Mettez votre ceinture de sécurité. Merci infiniment pour cet échange, de nous avoir fait découvrir ta passion, parce que c'est réellement une passion. Tu consultes, si on va quand même finir sur ça, tu fais des consultations donc, sur Antibes également. Alors, ouais.
Des consultations en cabinet, des consultations à distance si besoin. Et puis après, je développe d'autres petites choses pour faire plus de pédagogie, pour faire découvrir un peu plus la naturopathie. Voilà, il y a des petits projets en cours. Merci à toi pour ce moment-là. J'espère que les gens auront passé un très bon moment et s'ils ont des questions complémentaires, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers toi. Je sais que tu te feras un réel plaisir justement d'échanger avec eux pour répondre à leurs questions et à leurs besoins. Sans souci. Merci à toi. Merci Véro, ciao ciao. Vous pouvez retrouver Olivia sur son compte Instagram Vitalité éveillée ou sur son site internet. Les liens seront mis dans le descriptif. Cet épisode numéro 11 du podcast Mise en Lumière Holistique est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver et vous abonner au podcast Mise en Lumière Holistique sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube Véronique Thorezin. Également, vous pouvez retrouver tous mes partages sur mon compte Instagram Véronique Thorezin et mes prestations sur mon site internet lesclésdelame.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.